Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Claire Calmejane. Alors Claire, tu as un parcours énorme, tu as fait beaucoup de choses, on va prendre le temps de te présenter pour des gens qui ne te connaissent pas encore. Tu as été présidente exécutive de Trésor, tu as été présidente du fonds SG Venture, tu as été présidente du comité d'audit de Boursorama, directrice de l'innovation du groupe Société Générale et actuellement, tu es business angel de Leila Capital. C'est un parcours énorme. On a eu rarement des personnes avec un parcours aussi gros que le tien. Déjà, pour commencer, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Je vous remercie de m'avoir aujourd'hui. Bah, c'est un plaisir de t'avoir. Vraiment, bravo pour ton parcours. Est-ce qu'on peut commencer déjà pour avoir une petite présentation de Claire? Comment tu en es venu pour faire autant de choses? Qui est Claire? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un parcours aussi énorme? Écoute, moi je ne sais pas si énorme est le mot, mais Quand de même. formation, je suis ingénieure informatique, et moi D'accord. j'ai passé mon bac, dans les années 2000, et donc quelque part, là, c'est un peu le boom de l'informatique et je m'étais dit: «Ben, il y a un truc qui se passe, il faut y être», et je pense que c'est un fil rouge, de ma carrière qui était, d'être au début des tendances, finalement, et Bravo. d'accompagner, ces tendances de plus en plus dans des très grandes entreprises, que ça soit l'intelligence artificielle, la crypto, le digital, le quantique, et finalement ce cœur de formation qui était vraiment ingénieur informatique très technique, s'est marié à, une très forte compréhension business que j'ai acquis dans le conseil, en management, et à HEC. Et donc, ça m'a porté quelque part pour vraiment avoir des déploiements et des rôles qui avaient de l'impact. Ok, ouais, c'est comme ça que tu as pu développer autant de connaissances dans différents systèmes. C'est vrai que le monde de la technologie, de l'investissement dans les startups, de l'IA, c'est pas forcément les premiers choix qu'on l'on fait parce que c'est quand même très difficile, c'est pas ouvert à tous. Et toi, tu as quand même réussi à t'implanter dedans et en plus de ça, y réussir. Comment on fait pour apprendre autant de choses en si peu de temps? Alors, je ne sais pas si c'est peu de temps, en fait, hein. D'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un et Oui, je dis: «Mais ça prend quand même beaucoup de temps», notamment, là, il y a beaucoup de hype autour de l'IA, et finalement, vraiment rentrer ouais, dans le détail, moi, ça fait plus de 17 ans, hein, que j'implémente de l'IA, en entreprise, qu'on fait des cas d'usage, à large échelle. Dans mon précédent job à la Société Générale, on était arrivé à 420 millions d'euros de valeur sur le portefeuille avec une trajectoire à 500 millions waouh, d'euros. Donc on est en train de parler vraiment de cas qui sont industriels. Et finalement, c'est un job quasiment full-time, de bien maîtriser à la fois les technologies de l'IA et le futur, à la fois les technologies, l'infrastructure de la donnée, qui se combinent d'accord. aux infrastructures de cloud, et maintenant de plus en plus, tu vois, de tout ce qui est les puces, et finalement comment ce système va évoluer. Et après, pour moi, il y a quand même des parallèles entre l'IA et la crypto, tu vois, dans le sens où Ouais, la crypto, finalement, c'est des fondations qui travaillent sur des protocoles qui sont open source, et qui après ont pu créer des crypto-monnaies, où moi je travaillais plutôt, hein, pas sur les crypto-monnaies, mais sur la partie digital asset, et finalement, moins une révolution, mais une évolution des systèmes bancaires qui permettaient, à travers la nouvelle technologie de la blockchain, d'offrir des systèmes plus performants que ceux que tu as aujourd'hui, et plus temps réel. Donc, en même temps, c'est beaucoup d'expertise, et c'est aussi quelque part la capacité de faire ces parallèles entre ces modèles open source, ces fondations, avec mhm, l'intelligence artificielle, où pour l'instant, bon, bah, dans la presse, on est très focalisé sur la partie modèle et modèle d'apprentissage, mais tu vois bien que dans le futur, pour faire tourner une infrastructure data IA à grande échelle, on va probablement arriver sur de la collaboration sur les protocoles. Il y a le débat open source, closed source, donc les modèles ouverts, les modèles pas ouverts. Est-ce qu'ils peuvent tourner sur des infrastructures purement centralisées ou décentralisées? Donc finalement, on voit un miroir des choses qui existent entre les infrastructures IA, les infrastructures crypto, et j'irais même à dire jusqu'aux infrastructures quantiques qui pour l'instant sont très focalisées sur le cryptage et la partie identité, mais qui est une partie clé de l'infrastructure numérique du monde de demain. Donc finalement, pour moi, c'est à la fois des domaines d'expertise et à la fois un tout qui est cohérent si tu regardes la société de demain et les challenges auxquels on va avoir
à faire face demain, qui peuvent être aussi bien des challenges d'ordre climatique, en gérant les risques climatiques en temps réel, les flux d'argent que tu vas devoir gérer de plus en plus en temps réel également, avec de plus en plus de transparence, ou Mmh. des systèmes de cybersécurité et d'infrastructures que tu vas devoir gérer. Si tu veux répondre à ces grands problèmes, il faut absolument maîtriser les différentes verticales que je viens de mentionner. Waouh, incroyable. Merci pour cette explication. Actuellement, donc, tu es business angel au sein de Leila Capital. Est-ce que tu peux nous en dire plus, de Leila Capital? Qui est Leila Capital? Comment ça fonctionne? On sait que voilà, c'est un groupement avec plein de femmes qui aident, les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la société? Leila Capital, c'est un club de business angel où on est 30 femmes. Donc c'est un Waouh! fonctionnement qui et on a levé un fonds, donc on a chacune investi, donc c'est notre argent, hein, qu'on gère dans le fonds, et Bravo. on a chacune investi et levé un fonds. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est on va avoir des pitchs et du deal flow qui nous arrivent, qu'on qualifie. Donc on se met par petite équipe de 2 ou 3. Et on va analyser, faire le discovery, et ça va aboutir pour les dossiers qui sont sélectionnés à une session de pitch qui a lieu une fois par mois, dans laquelle, eh bien, si la majorité du comité décide d'investir, on va investir des tickets qui sont entre 50 et 100 000 euros. Et après, on fait aussi la revue du... Et là, c'est la phase dans laquelle on arrive vraiment, c'est la revue du portefeuille et la gestion de nos participations, qui est la phase d'après. Donc, pour être un bon business angel, il faut quelque part avoir un bon deal flow, une bonne catégorisation du discovery, mais également être stratégique dans la gestion de ton deal flow. Quelles sont les boîtes qui vont performer et comment tu les accompagnes, soit sur les expertises du groupe de 30 femmes, soit avec les connexions sur les fonds de seed et série A, qui, elles, vont se positionner du coup sur le tour d'après. OK, merci beaucoup, c'est super intéressant comme explication. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu, j'imagine que vous devez recevoir vraiment beaucoup, beaucoup de startups ou de produits dans lesquels investir. Vous faites combien d'investissements à peu près par mois ou par an dans l'écosystème tech? En fait, ça a été, je pense que c'était assez lié aussi à la maturité de l'environnement tech. Donc en fait, nous, on D'accord. n'a pas d'obligation d'investir, si tu veux. On n'est pas, on fait ça, on a toutes des jobs, donc c'est une façon pour nous de placer, d'investir notre argent qui a une composante et une cause qui est assez forte, puisque quelque part, on s'est tout engagé pour investir sur des boîtes qui ont une cap table, donc une partie, plus de 30% de la boîte, qui finalement appartiennent à une fondatrice femme. Donc c'est un engagement très fort. Et Waouh! bon, je le dis souvent, mais en fait, j'aimerais qu'il y en ait plus, mais ça reste un facteur limitant. Nous, dans notre deal flow et dans notre entrée de boîte. Et bah, bravo pour ça, Claire. Franchement, ça fait vraiment beaucoup de choses. Combien de produits ou combien de tout simplement de pitch deck vous recevez par mois et combien d'investissements vous faites en général, de manière mensuelle ou annuelle? Alors, je ne suis pas au niveau de Leia, autant au niveau d'SG Venture, quand j'avais mon poste, je suivais le deal flow et les chiffres. Moi, je ne suis pas responsable du deal flow dans Leia en ce moment, donc je ne saurais pas te répondre au nombre de decks qu'on reçoit. Moi, ce que je peux dire, c'est que naturellement, j'en ai facilement entre 10 et 50 selon les mois qui arrivent ou qu'on Ah ouais. m'envoie en me disant, voilà, de façon personnelle. Donc, il faut que tu t'imagines, comme on est 30 et qu'on a chacune du deal flow, c'était l'idée de pouvoir quelque part réunir tout ce deal flow. Et puis là, on vient de construire une petite page sur Airtable où justement les gens peuvent nous écrire directement pour être plus efficaces et réactifs aussi pour répondre rapidement aux compagnies qui nous écrivent. Après, une fois que la boîte a passé le premier entretien où on est un petit groupe, elle vient au comité. Et j'ai envie de te dire, l'investissement, nous, on n'a pas d'obligation, on n'est pas un fonds traditionnel, Bah on n'a oui. pas d'obligation Mmh. d'investir. Donc, on va aussi suivre les cycles. C'est-à-dire que quand il y a eu le bad cycle, ben, finalement, il y avait des fois, on faisait un investissement tous les 2 mois. Voilà. Là, il va y OK. avoir, il y a le comité deal flow demain, et bien, il y a 5 dossiers qui passent, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment flexible comment ça se passe. Aujourd'hui, sur Leia 1, on a à peu près 11 participations, et Leia 2, on Bravo. en a 14. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Ça fait pas peur de d'investir son propre argent dans des startups comme ça?
Bah, je pense que c'est un apprentissage, alors, bon, la classe Business Angel, elle est évidemment, elle comporte des risques, qui sont connus, hein, quand tu rentres, C'est clair. dans le club et il y a une partie, vraiment explicative. Je pense qu'à la fois, elle apporte moi j'étais investisseur, dans mon métier, donc j'avais quand même une sensibilité à l'investissement et une compréhension de ce que c'était. Je pense que pour d'autres, c'est autant investir qu'apprendre, en fait, finalement, ce Ouais, métier et pouvoir le faire à plusieurs, tu vois? Plutôt que de le ouais. faire tout seul. Donc c'est une façon, en fait, d'avoir un groupe dans lequel, tu vas pouvoir, expliciter, faire tes choix, suivre, comment c'est fait avec différentes expertises. Donc tu as des personnes qui sont investisseurs, des personnes qui sont avocats, des personnes qui sont CEO d'entreprise, des personnes qui, comme moi, avaient des rôles plus corporate avec des travaux dans les startups, donc qui en tout cas on apporte chacune une partie à l'édifice et à la construction autour du groupe de Business Angel. Ah, ça a l'air d'être bien organisé parce que vous êtes effectivement plusieurs, vous échangez les deals, vous pouvez aussi vous motiver entre vous. Le fait d'être une trentaine, bah, chacun a des expériences, voilà, qui sont diverses et variées, ce qui vous permet vraiment d'avoir, quelque chose de solide pour être sûr de faire en général le meilleur investissement possible et de prendre la meilleure décision. Et vraiment félicitations à vous parce que 30 c'est quand même vraiment beaucoup et vous avez réussi à bâtir quelque chose. En plus, vous êtes là pour aider les femmes, l'écosystème des femmes, franchement vraiment bravo. Donc, je croise les doigts pour que ça continue comme ça et vraiment force à vous. Et donc, du coup, tu nous parles beaucoup de tes expériences que tu as eues avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quels étaient tes rôles, quelles étaient tes expériences et quelle expérience tu es fier d'avoir fait? Écoute, moi pendant 7 ans, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil, sur, vraiment, Wow. les transformations digitales, les transformations, des grands corporates, dans le monde. Après, j'ai été faire de la recherche au MIT sur ces transformations digitales et puis de là, je suis partie en Angleterre et je suis rentrée dans un grand groupe anglais, bancaire où j'ai travaillé pendant 7 ans, à la fois en tant que patronne de l'IT, en tant que directrice de l'innovation et des nouvelles compétences, donc du centre d'excellence digitale qui créait les nouveaux métiers et qui formait 77 000 employés. Enfin, alors sur transformation, il y en avait un peu moins, mais l'objectif, c'était quand même Wow. de former nos employés au product management, data analytics. Et j'ai également opéré la transformation du risque. Et de là, je suis rentrée en France, où je suis rentrée au comité de direction d'une grande banque française. Et puis, j'ai opéré et construit à la fois le business digital, la partie du portefeuille IA et puis le fonds SG Venture sur lequel on a déployé 400 millions d'euros. Donc je pense que le fil conducteur Wow. de mes expériences professionnelles, il s'est construit autour de projets très entrepreneuriaux où finalement il fallait venir avec un projet, une idée et la mettre à large échelle. Donc avoir un impact à très large échelle. Donc je pense que ça, c'était un petit peu le cœur, en tout cas, de ce qui a drivé. Pour moi, c'était des questions de projet, c'était des questions de capacité d'avoir de l'impact, plus que souvent peut-être des titres, tu vois, ou des Ouais, c'est positions clair. dans l'organigramme. Ok, bah bravo, bravo et félicitations pour encore une fois ton parcours, c'est assez impressionnant. Euh, on sait que pour toi, c'est crucial de promouvoir la diversité dans les STEM. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi c'est si important que ça et quels conseils justement tu donnerais aux femmes qui sont intéressées par ces domaines? Parce que bah, les STEM, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc c'est pas forcément fait pour tout le monde, c'est quand même des domaines qui sont très pointus. Et donc du coup, quelle est pour toi vraiment cette importance de promouvoir la diversité dans ces domaines? Bah, écoute, comme je le dis souvent, hein, moi j'aimerais bien que ça soit plus un sujet en fait. Ouais, tellement, Tu ouais, vois, tellement. quand on me demande de participer sur un panel parce qu'on n'a pas assez de femmes, alors moi j'ai toujours ma Ouais, c'est liste pas des cool. 10 femmes que tu peux inviter, quand on me dit: «Mais non, mais elle est pas assez de seniorité» ou je suis là: «Bah, donne-lui sa chance» et puis comme on m'a donné ma chance en fait, très tôt, dans ma carrière, dans mes premiers stages à Money 2020 ou à Nextbank, à l'époque ça s'appelait, tu vois? Quand
voilà, je dis toujours, il faut supporter, il faut promouvoir. Donc, j'aimerais qu'on ait plus cette conversation des femmes dans les STEM. J'aimerais que ça soit plus une réalité, mais les chiffres te disent l'inverse. Les chiffres te disent que c'est des métiers sur lesquels on a moins de femmes dans le pipeline. Moi, quand j'étais ingénieure informatique, j'étais la première année la seule femme dans ma classe. Bon, c'était, Ah oui. il n'y a que 17 ans, tu vois. Voilà, donc bon, il y a eu beaucoup de progrès depuis. À l'époque, il y avait 1% de femmes à l'école. Maintenant, il y en a plus de 10%. Mais on voit que c'est toujours un travail qui reste important devant finalement une diversité de métiers dans la technologie, le digital et la data qui est très importante. Et donc, qui peut aller de la recherche à des métiers dans le corporate, à investisseurs. Tu vois, il y a énormément de débouchés. Et donc, si tu mappes 10% de femmes sur ces débouchés, finalement, tu te retrouves avec pas énormément qui font ces métiers, couplés à des problématiques dans les congés maternité, des problématiques dans le care aussi de nos parents qui devient de plus en plus important, des charges mentales de comment faire marcher la maison qui font que parfois dans la carrière, il faut réussir à équilibrer tout ce niveau-là. Et je dirais que le parcours des STEM, il se joue évidemment à l'âge crucial de 12, 14, 16 ans. Et donc moi, j'ai pris des engagements à ces niveaux-là pour faire créer les vocations, que ce soit avec Girls in Tech ou avec, pendant des années, j'ai supporté Teens in AI qui fait des hackathons sur des teenagers, parce que je pense que c'est à ce moment-là que tout se joue. Et aujourd'hui, on voit des initiatives qui sont comme systémiques, qui viennent compléter un petit peu ça. Ouais. Et puis après, il faut mettre les étages de la fusée au fur et à mesure, les aider dans leur... quand elles vont prendre leur premier job et le rôle corporate, et également, c'est ce que je te mentionnais, dans l'investissement, être présente pour dire oui, c'est toujours un sujet. L'investissement, et même l'autre jour, je discutais avec des personnes, et bien finalement, le fait qu'elles aient 30% dans la cap table, je te dis, c'est un facteur limitant pour nous d'investissement. Alors qu'on pourrait se dire, tu vois, le monde idéal, c'est pas tellement est-ce que c'est des femmes CEO, pas CEO, c'est plus de 50% tu vois, des entreprises ont 40% des femmes qui sont à la cap table. Et naturellement, quand c'est comme ça, souvent la femme est CEO si elle est ou cofondateur. OK, je comprends. Ouais, mais bon, après, c'est votre objectif, c'est de votre vision d'investir dans les boîtes où il y a des femmes, donc forcément, vous êtes obligé de rester sur cette vision-là et félicitations à vous parce qu'il en faudrait plus des boîtes qui veulent investir seulement vers les femmes et qui vont justement push encore plus parce que vous comprenez de manière différente et comme tu l'as dit, tu as vraiment raison, ça devrait plus être un sujet. Ça devrait plus être un sujet, ça devrait pas arriver, comme tu l'as dit, sur la table de, est-ce que c'est une femme ou pas? Tout devrait être mixé, mais bon, ça prend du temps et on espère que ça va changer rapidement. En tout cas, moi, je vois les choses évoluer et je pense que toi aussi. Euh, on parle beaucoup de sujets que tu maîtrises énormément, qui sont l'IA et la blockchain. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à l'évolution actuellement de l'IA et de la blockchain? Quels sont les principaux avantages pour les entreprises de les intégrer dans leur business model et encore plus dans leurs opérations quotidiennes? Alors moi, je pense que l'IA, la blockchain, le quantum, tout ce qui est deep tech, Ouais. finalement que tu vas pouvoir retrouver, hein, il est au cœur de notre industrie 4.0. Donc on a vu, tu sais, les premières évolutions qui étaient les trains à vapeur, l'électrique, le digital et Internet qui arrivaient. Et donc on arrive sur cette industrie 4.0 où pour résoudre aussi des problèmes qui sont des problèmes sociétaux, qui sont les problèmes de l'environnement climatique, qui sont les problèmes de la pollution des océans, qui sont des sujets de biodiversité, donc des sujets finalement, nous, de notre vie au quotidien. Il va falloir maîtriser ces technologies et arriver à en tirer le meilleur dans les nouveaux modèles d'affaires. Donc aujourd'hui, ma préoccupation et mon focus, c'est souvent ça, aussi bien au niveau de la recherche. Donc, que peux-tu Ouais. faire? Tu vois, on voit les boîtes d'imagerie médicale comme Okin, Biotimus, ou de nouvelles créations de molécules comme Akemia. Donc aujourd'hui, c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est possible. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point je ne suis pas au quotidien avec Akemia, mais c'est possible de créer des nouvelles molécules qui ne sont pas inventées pour résoudre des problèmes. Et on Incroyable. arrive à faire ça dans des modèles où tu arrives à dire, voilà, mes pain points et finalement tu vas réussir à simuler ces écosystèmes. Quel progrès quand même pour le monde et pour la recherche. Moi,
personnellement, ça me fascine, tu vois. Donc, on va avoir aussi bien des projets sur la recherche que finalement sur des facteurs d'efficacité opérationnelle, des cas très simples qui étaient recevoir 200 000 emails par semaine et pouvoir y répondre de façon automatique. C'est des IA qui sont déjà implémentées depuis longtemps, ou tout ce qui est callbot, chatbot, donc de ne pas avoir affaire à des call centers où finalement tu appuies 1, 5, 2, Z, mais tu arrives à parler en langage naturel et avoir une réponse satisfaisante dans 98% des cas. Parce que souvent, alors les opérations complexes, elles doivent souvent, le plus souvent possible, justement, arriver à quelqu'un qui va t'aider à les résoudre, qui a la compétence. Mais cette personne ne sera pas toujours aujourd'hui dans un call center. Ça peut être un expert quelque part, typiquement dans la banque, qui est plutôt un banquier dans une agence. Et donc, il va falloir qu'on arrive à te donner l'accessibilité la plus rapidement à cette personne. Mais il y a beaucoup d'opérations qui peuvent être traitées bien avant ça, tout simplement avec une base de données dans laquelle tu arrives à bien trouver l'information et qu'elle est bien répliquée. Donc, pour moi, on va le trouver dans la recherche, on va le retrouver dans l'efficacité opérationnelle, et puis on va le retrouver dans les expériences clients. Donc souvent, je dis, moi, mon métier qui était plutôt autour de la banque, on avait le digital 1.0. Donc on prenait les processus, l'activation d'Internet ou le fait de, quand on envoyait un courrier, eh bien, on digitalisait cette partie. C'était vraiment la première phase. Ensuite, on a eu le mobile qui est arrivé, qui a quelque part transformé les expériences clients en ayant tout ce qui a été envoi de notification, vous venez de payer 5 € à Monoprix, vous venez de toucher votre salaire, qui permettait en fait de créer aussi ce qu'on appelle financial literacy, donc ce qui permet de créer plus d'acculturation avec ton épargne ou ce qui se passe sur ton compte en banque, parce que c'est quelque chose qui, on n'y pense pas assez souvent, mais n'est pas si commun. Et puis de créer des expériences du coup qui vont au-delà, qui te proposent au-delà d'un livret A, des simulations de comment tu pourrais créer ce qu'on appelait les honeypots, tu sais, comme la réplication des tirelires en fait, pour t'aider à avoir un objectif. Je veux partir en voyage, je veux m'acheter pour telle occasion, je veux m'acheter une paire de chaussures, et donc en fait qui vont te permettre d'avoir cet argent qui est fléché. Voilà, je prends des exemples qui sont assez simples, mais qui, je pense, parlent à tout le monde. Donc on a eu vraiment ces trois parties pour moi de révolution et ces trois domaines d'impact. Et aujourd'hui, on rentre dans cette industrie 4.0, et moi, je t'avoue, je la regarde avec attention. On parle aussi bien des voitures autonomes qui ont 100 millions de lignes de code et qui sont des vrais engins technologiques. C'est une complète révolution dans l'automobile. Tu vois, quand je regarde les systèmes bancaires, un core banking system, c'est 15 millions de lignes de code. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur, et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria, et bien sûr, restez connecté. 15 millions de lignes de code versus 100 millions dans une voiture autonome, tu vois. Je me dis finalement, les personnes qui construisent des voitures qui étaient peut-être moins technologiques que les banques à la base, sont en train de devenir des super géants de l'informatique de pointe. Tu vois, il y a toute une révolution qui arrive. Et on voit la même chose dans les usines, on voit la même chose dans tous les domaines. Donc en même temps, évidemment, comme tout, ça va prendre du temps. Ah non, c'est sûr, et c'est pas facile, hein, mais bon, avec le temps, tout se fait. Quand tu expliques tout ça, on se rend compte que tu as un domaine d'expérience qui est énorme, tu connais beaucoup de choses. Et au niveau de l'investissement, comment tu fais? C'est pareil, comme tu as beaucoup d'informations, est-ce que tu as des critères précis? Est-ce que toi, tu investis spécialement dans l'IA et dans le Web3? Est-ce que tu es un peu plus ouverte? Et si oui, quels sont les critères que tu utilises justement pour sélectionner des startups avant d'investir?
Alors c'est vrai que moi j'aime bien investir dans ce que je comprends. Ouais, ça C'est m'étonne un pas, facteur ouais. important. Je pense qu'il y a des gens qui sont hyper pointus dans des domaines, dans lesquels moi je le suis pas du tout donc voilà. Mais moi j'aime bien investir dans des modèles que vraiment, où j'arrive à comprendre. Après dans la phase d'investissement dans laquelle on est, nous on aime bien avoir, déjà un produit avec, une démarche commerciale. Tu vois? Même si tu as pas tes premiers clients parce que, encore une fois, on est souvent au seed stage, ou ce qu'on appelle en Ouais, France le BSR, donc des parties finalement assez en amont de ce qui pourrait se passer sur une série A. Donc voilà, on aime bien avoir, enfin tu vois, on est moins sur l'investissement juste sur un deck. Mais je pense que ce qui est très important dans l'investissement, ça reste l'équipe et ça reste la ouais, motivation de l'équipe. Et est-ce que vraiment, tu vois, moi souvent j'essaie de me dire, mais d'où ils ont eu l'idée? Enfin, d'où est partie l'idée? Est-ce que c'est un vrai pain point? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils sont passionnés? Parce que monter une boîte, c'est long, tu vois. Monter une boîte, c'est entre 3 et 10 ans de travail. Enfin, 3 ans, c'est plutôt 10 ans de travail d'ailleurs que 3. Enfin, ouais, voilà. Souvent, les tout à fait. fondateurs qui vraiment, quand tu les vois, ben, c'est 10 ans de leur vie, de leur week-end, de leur soirée qu'ils ont passé avec toute leur énergie à faire ça. Donc, c'est très important au démarrage d'avoir une équipe qui a identifié un pain point qui les passionne. Parce que tu vois, je pense que c'est des arbitrages permanents. À la fois dans des rôles corporate, tu as des seniors, tu as des arbitrages à faire, mais c'est pareil quand tu es Ouais, entrepreneur, tu dois faire des arbitrages permanents sur ton temps, sur là où tu alloues ton temps, et faut être très passionné par ton sujet, et puis faut tenir dans la durée. Donc c'est important au démarrage d'avoir une équipe qui finalement est assez robuste, qui va être là. Et moi, je te dis, dernier critère, j'investis dans ce que je connais. Après, l'avantage avec l'IA, justement, c'est que j'ai pu aussi sortir de ma zone de confort qui était tout ce qui était cyber, IA, crypto ouais, et fintech pour aller sur des domaines adjacents. Tu vois, on a fait des investissements dans Hommage, qui est une plateforme de vente de vêtements d'occasion. Tu vois, je pense ouais, que ça aurait été très dur pour moi de faire un deal comme ça, toute seule. Tu vois. ouais, c'est sûr. On a fait Yumgo, qui sont des œufs végétaux. J'étais ravie d'avoir des gens avec moi qui étaient très experts sur ces sujets, ce qui n'était pas mon cas. Tu vois, moi, je pouvais voir les chaînes industrielles, les chaînes de financement, mais j'avais pas de compétences finalement dans les chaînes de tout ce qui est food ou FMCG. OK. Bon, bah, en tout cas, on voit vraiment clairement comment tu intègres, ces différents critères. On peut parler aussi de tout ce qui est l'environnement, le social, la gouvernance. Quand tu dis que voilà, tu investis en 1er lieu dans des fondateurs et dans ce que tu comprends, ça nous permet vraiment aussi d'avoir une vision aussi large sur ce que tu es capable de faire et de comment tu veux avancer dans cet écosystème. Juste avant, tu parlais, des défis un petit peu pour des sociétés de se développer, notamment par rapport bah voilà, on sait que quand on crée une société, on en a pour 10 ans. Est-ce que pour toi, il y a d'autres défis qui sont liés à la création d'entreprises et quels défis peuvent surmonter des entrepreneurs au fur et à mesure du temps? On voit que tu as développé beaucoup de sociétés. Quels sont les principaux défis que peuvent avoir un entrepreneur? Il faudrait demander à des entrepreneurs, Jean. Bah, tu es entrepreneuse, en plus tu en croises plein. J'imagine il y a la partie de la levée de fonds, ça doit vraiment être un défi. J'imagine qu'il y a des gens qui te contactent, des femmes qui te contactent et en gros, tu es peut-être leur seule solution, qui sont là et qui disent: «Claire, ah, j'ai vraiment besoin de lever des fonds, t'inquiète, ma société, elle va exploser et tout». Ça doit pas être facile, même de dire non à des entrepreneurs qui croient tellement leur projet et toi, même des fois, tu y crois, mais tu peux pas y aller. Ça doit vraiment être un défi au quotidien pour les entrepreneurs comme pour les investisseurs. Ouais, je sais qu'on parle beaucoup de la levée de fonds, mais avant la levée de fonds, hein, il y a vraiment ton projet, ton entreprise. Il y a quand même des boîtes qui sont aussi C'est vrai, rentables avant de lever des fonds, en fait, tout simplement. La c'est levée vrai. de fonds, elle permet à partir du moment où tu as, soit tu travailles vraiment sur un produit de recherche, et donc du coup, oui, la levée de fonds, et c'est ce qui se passe dans la deep tech, elle va devoir être nécessaire. Typiquement, si tu travailles aujourd'hui sur le Gen AI, il va probablement falloir que tu achètes du compute, des serveurs, et donc ça, évidemment, ça va se positionner au démarrage, ce qui explique les investissements que tu peux voir dans Mistral AI ou dans Holistic, qui tout de suite, alors qu'elles sont finalement assez jeunes comme boîte, sont sur des levées de centaines de millions. Mais pour moi, ça reste du domaine un petit peu niche de la deep tech, qui est pas, tu vois, je pense que les gens montent des boîtes partout en France. Et donc là, ce qui est Mmh. intéressant, c'est dans mon précédent job, on avait fait un investissement dans une banque en ligne qui supportait les Ouais, entrepreneurs.
Et donc, on avait également Trésor qui supportait beaucoup de ces banques en ligne et beaucoup d'acteurs de tout ce qu'on appelle la compta tech. Et en fait, juste le fait d'avoir un compte en banque, un expert comptable, de créer ton entreprise et de savoir gérer ça, je pense que c'est déjà, voilà, enfin, ça reste, et c'était l'idée de Nicolas Brebou quand il a monté Shine, une des premières barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat. Tu vois, il faut finalement, alors on voit que justement les chaînes de valeur évoluent avec des acteurs experts comptables comme Time ou Penny Lane qui finalement, pour compter dans des débuts de boîte, te donner des services de plus en plus clés en main, y compris la création de ton entreprise et le suivi par ton expert comptable. Mais tu vois, c'est arrivé dans les 1-2 dernières années en France. Donc, je pense que moi, j'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre, où finalement, le fait d'avoir un comptable, un accountant, c'était quelque chose qui était beaucoup plus courant pour moi, enfin de mon ressenti en tout cas. C'était quelque chose qui était plus courant au quotidien pour les individus, à la fois dans leur vie personnelle et du coup, naturellement, ils arrivaient à se poser la question de leur vie professionnelle. Alors qu'en France, moi, j'ai eu l'impression, enfin, quand moi j'étais à l'école, en tout cas, c'était pas des sujets dont on nous parlait. Tu vois, comment monter une société, quelles sont les règles d'expert comptable, quelle TVA tu payes. Alors peut-être que c'est parce que j'ai fait une école d'informatique, mais j'ai quand même fait HEC derrière. Et en tout cas, c'était pas... voilà, alors je pense que de plus en plus, hein, c'était il y a quand même maintenant 17 ans, je pense que maintenant l'entrepreneuriat a aussi beaucoup pris le dessus et c'est probablement des formations que tu peux avoir dans les parcours entrepreneurs de plus en plus, ou même si tu n'as pas fait ces écoles, tu peux avoir accès à des accélérateurs, des incubateurs, à Station F, à Willa, à Plateforme 58. Enfin, il y a quand même énormément de formations professionnalisantes qui te permettent rapidement d'accélérer. Ce matin, j'étais chez Sista, qui est le fonds là aussi pour les femmes, mais il y avait 20 entrepreneurs qui pitchaient, qui venaient de faire 6 mois d'incubation. Et je pense que c'est à chaque fois des façons de pouvoir accélérer. Donc, je t'ai moins parlé des barrières que des solutions, qui était ta Ouais. question. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est voilà, c'est le fait de créer l'entreprise, d'avoir au début vraiment un peu un formatage de même comment je gère mon quotidien. Tu vois, est-ce qu'il faut que quand est-ce que je dois recruter un VP Sales, un CFO, ça se recrute à quel moment, à quel moment je commence une démarche commerciale. Tu vois, de temps en temps, je vois des boîtes qui viennent et qui ont énormément travaillé sur le produit dans ce qu'on appelle le stealth mode pendant 2-3 ans et qui finalement viennent, mais elles n'ont pas de clients. Tu vois, et en fait, tu dis, oui, mais il va falloir quand même avoir 1-2 clients, un pipeline commercial, à minimum un pipeline commercial, une signature ou une LOI qui peut se mettre là. Et parfois, hein, ça arrive, tu as des fondateurs qui ont vraiment une passion, vraiment un projet, mais qui n'ont pas du tout reçu même un corps formatif pour faire tu vois, ce qu'on appelle les RFP, Request for Proposal, donc passer les étapes des achats, du procurement, d'un contrat, d'un NDA. Et donc tout ça, c'est un apprentissage qui peut se faire à travers des accélérateurs ou différentes parties. Alors là, les investisseurs, je pense que c'est encore un autre monde. Voilà, mais j'ai envie de te dire, je pense que c'est un bon problème à avoir quand tu commences à te dire, alors soit tu as la chance d'avoir une boîte rentable, ce que je conseille à la plupart des gens, soit tu es dans une phase de croissance accélérée et tu vas aller chercher des investisseurs. Mais avant ça, je pense qu'il y a plein de barrières à l'entrée dans l'entrepreneuriat qui, encore une fois, moi, mon sentiment, et les chiffres le disent également en France, se réduisent. On a eu les programmes de la French Tech, de French Tech Tremplin qui sont là également pour des acteurs de la diversité. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment eu des programmes faits au niveau de l'État pour faire ça. Et en tout cas, moi, venant des UK, qui est un écosystème startup très dynamique, où j'ai vécu pendant plus de 7 ans, je peux te dire que je pense qu'on a quand même fait beaucoup de travail sur les 6 dernières années où j'étais en France. Ok. Quand je t'entends parler, je me dis que tu ferais une excellente mentor. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu vas faire ou que tu as peut-être en tête ou on te l'a peut-être jamais proposé? Parce que je pense vraiment que tu as tellement de connaissances que ça vaudrait vraiment le coup de t'avoir comme mentor.
Merci beaucoup Jean. Écoute, moi j'ai créé une compétition, à nouveau pour les femmes. Je suis désolée pour, tous Trop les bien, hommes qui nous mais regardent. La génial. question vient de temps en temps, mais bon, dans mes équipes, il y a eu beaucoup d'hommes. J'ai aidé beaucoup d'hommes à se développer aussi. J'ai, parmi mes anciens direct reports, des DRH d'énormes scale-up, en Europe, ou même chez DeepMind, tu vois? Donc, voilà, il y a je pense que Il y en a quand là, même. encore une fois, mon engagement pour les femmes, il vient du fait que, on ne peut pas dire que ça progresse. Donc, il y a un moment, voilà, il faut prendre un petit peu les sujets à bras le corps et puis mettre de l'engagement. Mais je pense que tout le monde témoignera que moi, j'ai toujours essayé, j'ai toujours été très fair dans mes équipes pour tout le monde. Par rapport à ça, j'ai créé une compétition qui était avec Vivatech, avec une boîte qui s'appelle 15 Tech, OK. qui est une plateforme de recrutement spécialisée pour les femmes et les profils diversité dans la technologie. Et chaque Wow. année, la gagnante de ce concours, je l'ai mentorée. Et donc, pour moi, ça a été aussi bien Bravo. du mentoring que du reverse mentoring. Tu sais, Jean, je pense que il n'y a pas. Moi, ce que je dis souvent quand un mentor arrive, c'est quand on arrive dans ces sessions de mentorat, c'est que ce soit des sessions de mentorat individuelles ou dans le cadre d'une vie Ouais, professionnelle, enfin d'une entreprise. Je pense que c'est important de définir pourquoi on est là. Tu vois, c'est clair. pourquoi on est là, pourquoi on est en train de se parler et qu'est-ce que moi je peux apporter. Et qu'est-ce que la personne en face, est-ce qu'elle a réfléchi à ce dont elle a vraiment besoin. Et tu vois, pour moi, les meilleures finalement sessions de mentorat, moi je dis souvent mentorer quelqu'un, tu vois, en un an, tu fais déjà beaucoup de choses. C'est pas obligé d'être tous les mois, ça peut être tous les trimestres. Totalement. Parfois, ça peut être toutes les semaines. Parfois, c'est juste le fait de savoir que on peut m'écrire 24 heures sur 24 et que je vais répondre. Voilà. Et je pense que les meilleurs, c'était quand les gens avaient vraiment, voilà, j'ai ce sujet clair, je dois gérer ma vie perso, ma vie pro, et donc je devais partir dans un autre pays. Et comment on fait? Parce que moi, comme j'ai déménagé 4 fois de pays différents, j'ai une petite expertise dans la matière. Enfin voilà, quels sont les challenges avec moi j'ai 3 enfants, donc comment on fait pour gérer une carrière exécutive avec ces 3 enfants et pas se sentir toujours en train de courir après quelque chose, mais finalement d'être aligné et de se sentir bien avec soi-même. Ça peut être des sujets sur les levées de fonds, ça peut être des sujets sur les sales, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est dans cette relation, c'est important de vraiment avoir ça. Et moi, ce que j'ai souvent fait, c'est que quand j'ai pas l'expertise, en tout cas, j'ai ouvert mon réseau. Je me rappelle OK. d'une boîte qui se posait la question, elle avait de l'argent sur son compte et elle se posait la question de comment le placer au mieux. Moi, j'avais pas cette Mmh. expertise, mais je travaillais quand même dans une banque, donc j'ai pu les mettre en contact à la fois avec des banquiers et à la fois avec des gens qui finalement travaillent sur des entreprises de cette taille, plus petites, en me disant, bah voilà, ça va leur permettre de rebondir. Et souvent, on se rend pas compte parce que à titre individuel, on se dit bah, peut-être j'ai un peu moins contribué ou j'ai peut-être un peu moins apporté, mais cette intro, elle a apporté beaucoup. Voilà, donc il y a plein de façons différentes, tu vois, de prendre De ce faire du sujet du mentorat. mentorat. Et moi, j'ai aussi été beaucoup mentorée. Ah bravo, c'est important, c'est Beh, je pense important. que c'est important à la fois d'être mentoré et à la fois d'être coaché. Je pense que, tu vois, moi, j'ai commencé dans le conseil et ce qui est très intéressant dans le conseil, c'est que rapidement, à chaque fois que tu finis tes projets, on te propose, ce qu'on appelle le 360 feedback. Donc le fait d'avoir, des retours, sur, tes forces et tes points d'amélioration. Et du coup, moi, ça s'est ancré, chez moi très tôt. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était très stimulant. Alors le feedback, on en fait un peu ce qu'on veut, hein, on n'est pas obligé d'accepter 100 du feedback. On doit le lire avec un esprit critique et se dire, «Bah, voilà, à tel moment, moi, je peux travailler sur ce sujet» ou alors: «Non, je comprends pourquoi, cette personne a eu cette perception, mais c'était soit parce que, j'avais 5 autres trucs à faire et donc j'ai pas fait attention à ça, soit, eh bien, c'est une vision de la personne, mais c'est pas ma vision, moi, de mon alignement et de ma carrière». Voilà, donc moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, à la fois le coaching, à la fois être mentoré, à la fois être coaché. Hem Et voilà, je peux pas te dire pour ceux que j'ai coachés ou mentorés, il faudra que tu leur demandes. Ah non, mais c'est sûr, mais il y a une question ou un sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est l'équilibre de la vie pro et la vie perso. Tu es une maman accomplie, félicitations à toi, tu es une professionnelle accomplie, tu arrives à allier les 2. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou même avec des gros stages parce que
homme ou femme, hein, parce que de l'autre côté, après, la vie pro, c'est pas facile. Toi, tu as réussi à trouver l'équilibre entre les deux. Est-ce que tu peux nous donner 2, 3 tips là pour savoir comment il faut faire pour allier la vie pro, la vie perso, sans que ça soit trop galère et sans que l'un ou l'autre compatisse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver cet équilibre. Écoute, je ne sais pas si j'ai une formule magique. Ah, on la veut, on veut cette formule. Je ne sais pas si j'ai la formule magique, tout le monde la cherche. C'est comme, je ne sais pas, un des mythes, tu sais, des philosophes ou des différentes choses. Je pense que, enfin, moi, ce que j'ai fait en tout cas, alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accéder dans ma carrière à des femmes seniors, notamment quand je travaillais chez Lloyds. En fait, j'ai pu rencontrer des femmes, quand moi j'étais enceinte de mon premier enfant, qui avaient déjà 2, 3 enfants et qui avaient une carrière professionnelle accomplie. Et donc, j'ai pu vraiment être dans leur bureau et je me souviens partager autour d'un café et poser des questions qui étaient probablement un peu naïves, tu vois, enfin, de est-ce qu'elles arrivaient à rentrer à la maison et voir leurs enfants, comment étaient leurs organisations. Et je pourrais jamais les remercier autant de leur transparence et de leur temps qu'elles m'ont donné, tu vois, parce que je pense que ça nourrit ma confiance en moi et aussi ça m'a quelque part, je pense que c'était trop tôt, tu vois, pour m'influencer. Et puis, on a des différences générationnelles qui sont aussi importantes. Je parlais à des femmes qui avaient 10, 15 ans de plus que moi. Donc, tu vois, c'était pas les mêmes générations, c'était pas les mêmes époques. On n'arrive pas d'évoluer en tant que société. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pu... je pense qu'au début, un peu comme toujours, moi, je suis curieuse. Donc, tu vois, j'ai été me renseigner en disant, mais alors, on fait comment qu'est-ce que toi t'as fait? Je me rappelle une des conseils qu'on m'a donné, que j'ai appliqué d'ailleurs, c'était pour mon premier fils, j'ai accouché en juin. Et en fait, du coup, j'ai pris mon congé maternité et j'avais demandé un mois à Noël. Parce que finalement, à Noël, tu sais, t'es pas là. Enfin, il peut y avoir jusqu'à 15 jours de vacances pour ceux qui peuvent les prendre. Et du coup, j'avais pris du congé sans solde autour de ça. Et donc, je leur ai demandé ce qui m'avait permis de revenir. Alors, au UK, tu avais aussi un système qui s'appelait les Keep in Touch Days, qui était pas mal parce que tu pouvais revenir de façon progressive. Donc, voilà, donc tu vois, là, je donne un exemple concret. Après, ça peut être dans la gestion au quotidien des écoles, des enfants. Je t'avoue, souvent, je me retourne vers une copine et je lui dis, mais alors toi, est-ce que tu as dû gérer ça? Et tu vois, en fait, on apprend énormément. Je pense qu'en partageant et en étant transparent, on apprend. C'est pour ça que je dis, j'ai pas de formule magique. Et après, moi, j'ai beaucoup suivi mes enfants. C'est-à-dire que j'ai été là, tu vois, quand il y avait des fois où je sentais que, eh bien, il fallait que maman soit là. Et ben, j'ai dit au boulot, bah là, je vais rentrer à 16h ou je vais prendre ma demi-journée parce que ma fille, elle a besoin que je l'emmène faire je sais pas, une course ou elle a besoin qu'on ait un moment maman-fille, tu vois. Enfin voilà. Quand avec mon fils, il a fallu parfois être plus présent à l'école sur les devoirs ou d'autres choses, je me suis mis d'accord avec mon mari en disant, bon bah là, moi je peux pas sur les 2 prochaines semaines parce que je suis en déplacement ou je fais ça. Donc est-ce que toi tu peux t'organiser? Et si vraiment c'est non, tu vois, c'est-à-dire que d'un côté et d'un autre, faut se regarder en se disant, il va bien falloir qu'on priorise ça. Donc quelles vont être les solutions pour y aller? Donc moi, finalement, comme dans ma vie professionnelle, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ça, c'est dans ma vie personnelle, j'ai fait preuve de beaucoup d'agilité. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai beaucoup adapté, regardé l'environnement, j'ai été très lucide, c'est-à-dire que je me suis pas mis, tu vois, je me mets pas des ambitions en me disant, ah bah voilà, il va être premier au foot, premier au, tu vois, enfin voilà, je me dis juste, j'ai envie qu'il soit bien, quoi, tu vois, et comme moi, et qui dans l'idéal, tu vois, il trouve un métier comme le mien dans lequel il adore ce qu'il fait. Moi, j'adore ce que je fais. Et je pense que c'est hyper porteur, je te le disais au début, de suivre ses passions, d'avoir un métier qui est sa passion. Et mon mari, il a un métier qui est également sa passion. Et c'est super quand tu peux faire ça, plus que de poursuivre des positions, des org charts. Voilà. Après, il faut savoir équilibrer les deux. C'est-à-dire que pour transformer le monde et la société, il faut aussi savoir avoir des positions de pouvoir et des positions dans lesquelles on est effectif. Donc, il faut arriver à marier un petit peu ces deux ensemble. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
OK, bah, merci pour m'avoir, partagé ça et avoir partagé aux auditeurs, bah, un petit peu, tes astuces, tes tips pour trouver le bon équilibre et je pense que ça va servir à beaucoup de gens. On voit que tu es très early dans ton discours, dans les positions et le parcours que tu as eu. Hem, Actuellement, tu reçois beaucoup de dossiers, notamment pour l'investissement. Toi qui es early, quel dossier tu gardes un coin de ton œil? Quelle technologie ou peut-être quel secteur d'activité tu penses que ça peut avoir un gros impact dans le futur? Est-ce que, je ne sais pas, on peut parler du Web3, on peut parler de l'IA, il y a sûrement d'autres choses. Est-ce qu'il y a deux, trois petites technologies, deux, trois petites startups ou d'écosystèmes dans lesquels tu as un petit œil parce que tu te dis, ah ça peut être le futur? Alors, ouais, je pense que tu les as balayés, hein. Moi, mes domaines de prédilection, Ouais, c'est IA, Web3, fintech, finance durable, ESG, tu vois? Tout ce qui est, ouais. autour, d'une meilleure compréhension des risques climatiques et comment le financement, s'y approprie. Après, moi, je pense que dans les niches, où je regarde, je pense qu'il y a vraiment, des sujets autour, de la fusion entre, tout ce qui est puces, chips et storage. En fait, tu vois, on a vu les premières générations telles que Snowflake, Databricks qui permettent d'exploiter le cloud et d'avoir un meilleur usage de la data, mais on voit que, c'est encore très consommateur, d'électricité et de puissance, mais également, assez coûteux dans le pricing et en fait, on voit bien qu'on va vers un monde où l'enterprise software et le logiciel va de plus en plus s'aplatir avec une répartition de la chaîne de valeur. Mais c'est pas dit encore où elle va aller, la répartition de la chaîne de valeur. Donc tu vois, ils annonçaient hier qu'NVIDIA maintenant faisait 2 fois le poids de Meta, je crois, en termes de market cap, alors que NVIDIA, c'est une boîte qui fait 28 000 employés dans le monde. Tu vois, c'est pas non plus Société Générale, c'était une boîte qui faisait 130 000 employés dans le monde. Donc tu vois, Incroyable. c'est pas toujours simple de voir, mais je pense qu'il y a, moi, il y a un vrai domaine que je regarde autour de ça. Il y a un domaine, comme je te l'ai mentionné, autour de l'IA et de l'infrastructure crypto qui, moi, m'intéresse, parce que je pense que tu as des similitudes et des points clés dans l'identité numérique, dans la sécurité des Mhm. systèmes, et c'est pour ça que je te parlais aussi de quantum. Je pense qu'il y a tout un sujet autour de l'identité et de la sécurisation et de la crypto qui va avancer. Et les premiers cas d'usage seront probablement dans la cybersécurité ou dans le système de la défense, puisque c'est des industries dans lesquelles eh bien, on voit déjà de l'utilisation de l'IA à l'échelle qui se déploie, qui fait l'objet des comités d'éthique et de tout ce qui est autour aussi de l'IA Act en France et en Europe. Mhm. Et après, je regarde plus l'IA for good, hein, tu vois, l'IA ESG, quoi. Est-ce que, tu vois, je te parlais des risques climatiques, du reporting. Moi, je reste convaincue que la technologie est une façon de transformer de façon positive la société et le monde dans lequel on vit. Moi, je reste persuadée que et c'est ça que je regarde quand j'investis, tout en étant bien assez lucide sur les risques qui Ouais. peuvent aussi être posés par ces technologies. D'accord. Et au niveau de l'avancée de l'écosystème des startups en France, mais au point de vue de l'Europe, est-ce que tu trouves que l'écosystème français grandit bien? Est-ce que la France est un pays pour les startups, pour que les startups évoluent? Et par rapport à l'Europe, est-ce qu'on est plus ou moins bien placé au niveau de l'écosystème startup? Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talker. Je vais prendre une minute de votre temps pour vous présenter le token URU, qui est un projet révolutionnaire lié à l'écosystème Eruditoire. Alors déjà, dans un premier temps, il sponsorise le podcast de Token Talkers. Le token URU est basé tout simplement sur un principe de play to earn, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement gagner encore plus d'URU tout simplement en aidant la communauté NEC. Le token URU offre des applications qui sont concrètes dans tout l'écosystème éruditoire, c'est-à-dire que vous pouvez échanger vos tokens URU contre des services exclusifs, mais aussi contre de la nutrition, et vous pouvez même participer à des jeux qui vont vous permettre de gagner encore plus de tokens. Chaque propriétaire d'Uru peut décider de l'utilisation qu'il souhaite en faire, s'il veut acheter, revendre ou même offrir ce token. Le token Uru, il est sécurisé sur la blockchain. Il est limité en termes de quantité à 2,5 millions de tokens, ce qui fait qu'il y a plus de valeur et bien sûr, ce qui assure sa rareté. En rejoignant l'écosystème Eruditoire, vous bénéficiez donc d'un réseau d'experts, de services premium et vous sécurisez votre avenir financier. Si vous voulez plus d'informations sur Eruditoire, vous avez le lien en bas de la vidéo, vous avez le lien en commentaire du podcast et bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter. Bah, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean, qui en interviewe tout le temps?
Franchement, moi, je pense qu'on est de mieux en mieux, notamment dans le Web3, on est pas mal, l'IA, on est pas mal. Alors, il y a d'autres pays qui grandissent, mais si on regarde l'ensemble, il y a quand même un écosystème qui est favorable. Alors, je suis pas là pour faire de la politique, mais aussi la présidence actuelle favorise quand même pas mal l'écosystème startup et voilà, il met des choses en place pour que les jeunes startups se développent. Moi, je trouve que c'est pas mal et la plupart des entrepreneurs qu'on a euh, sont plutôt satisfaits de ce qui se passe en France, de la facilité de créer une entreprise, de la développer. Alors, on a tous beaucoup trop d'impôts. Ça, je pense que c'est un autre sujet. On a tous à peu près le même avis. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'écosystème en Europe, l'écosystème français en Europe est plutôt bien vu et il y a de plus en plus de sociétés qui veulent se développer en France pour notre écosystème. Moi, je pense que il y a là où tu as raison, c'est qu'il y a de plus en plus de dispositifs, d'accélération qui sont faits. Moi, j'étais aux États-Unis, il y a 2 ou 3 semaines, tout le monde me disait: «Alors l'IA en France?» Tu vois? En tout cas, ça interpelle un pays comme les Ouais. États-Unis de se dire: «Mais finalement, la France, est en train de faire des choses» et on voit d'ailleurs beaucoup de patrons américains qui viennent en France, tu vois? Et qui font le tour, des labos, des dispositifs qui ont été mis en place, publics ou privés, donc les deux. Donc je pense que là-dessus, on peut être fier de ce qu'on fait. Après, proof is in the pudding. Donc maintenant, tu vois, là où évidemment le marché américain est beaucoup plus large, mais là où eux, ils ont déjà vu beaucoup d'IPO tech, nous, on reste au début de ces avançages d'IPO avec une très belle IPO Planisware cette année. Mais tu vois, le pipeline doit aussi se convertir. Après, bon, les boîtes, elles peuvent être publiques ou privées. Enfin, voilà, ça, c'est un autre débat. On a vu ce matin l'UMAPS qui est parti pour 650 millions dans un fonds britannique qui s'appelle Bridgepoint. Voilà, tu vois, je pense qu'on arrive en tout cas à des tailles de boîtes qui sont valorisées, qui mécaniquement, parce qu'en fait, si on sort de cette logique d'investissement, parce que encore une fois, souvent, tu vois, on a un peu tropisme, mais c'est quoi une boîte qui marche bien? C'est une boîte qui crée de l'emploi, c'est une boîte qui va quelque part offrir un produit qui offre de l'innovation à son marché. C'est une boîte qui va aussi contribuer à l'économie réelle dans laquelle on est. Et donc, on a envie d'en avoir plein. Alors, c'est pour ça que je te disais, oui, et évidemment, tu me parles à moi, donc moi, j'ai un biais très tech, mais je pense que des entreprises sur le terroir, enfin, sur le territoire français, il y en a de plus en plus dans les milieux tech, dans les milieux de pointe, mais il y en a aussi toujours eu beaucoup. Donc, c'est bien de voir ces dispositifs se développer. Et c'est des startups qui mettent aussi en avant les femmes. Ça, c'est super important. On sait que tu as un gros réseau, Claire. Et pour beaucoup de startups, c'est difficile de créer un réseau. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est difficile. Quel conseil tu peux donner justement aux gens qui se lancent pour développer un réseau professionnel aussi gros que le tien ou en tout cas qui peut avoir une influence sur les business actuels? Je sais pas, Jean, c'est toi qui as monté un podcast et qui fait un réseau, non? C'est une des astuces. Effectivement, le podcast, c'est une des astuces. En tout cas, ça permet de connecter avec des gens. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'échanger ensemble, Claire, sans ce podcast. Et j'en suis super fier de pouvoir d'avoir ce podcast et de pouvoir parler avec toi. Parce que tu es vraiment une femme incroyable. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a sûrement d'autres astuces. Il y a sûrement d'autres astuces. Et on sait que c'est important quand on se lance d'avoir son réseau, aussi bien pour trouver des collaborateurs, mais ça peut être aussi des cofondateurs, mais aussi trouver des investisseurs qui nous accompagnent pour se développer. Et c'est pas souvent évident. Et il y a plein de choses. Il y a des réseaux comme LinkedIn, comme d'autres choses pour pouvoir se connecter, des événements pour aller connecter avec des gens. Mais toi, tu as réussi à faire quand même un gros réseau. Et du coup, je suis un peu curieux de savoir comment tu as fait. Je pense que pas différemment de tout ce que tu viens de Ouais, mentionner. Alors moi, j'étais évidemment dans des communautés qui étaient la communauté de la fintech à l'époque sur Twitter, dans lequel on échangeait beaucoup entre experts. Et finalement, cette communauté, elle était assez petite. Moi, je te dis, ouais, je pense une de mes forces, c'est d'avoir pris les trends en fait assez early et d'avoir grandi et apporté de la seniorité, de l'ampleur à ces trends ou une voix tout simplement à ces trends en ayant mes propres points de vue. Donc je pense que ce qui est important, c'est avoir un point de vue et le formuler. Enfin, tu vois, et c'est pas toujours simple, parce que tu vois,
on peut se sentir un peu décalé, on peut se dire: «Ah mais qu'est-ce que j'en sais?» Enfin, tu vois, moi, je me rappelle, une de mes entrepreneuses que je mentorais, dans le Web3, elle me dit: «Non mais de toute façon, tu vois, tout le monde sait autant que la personne d'à côté». Tu vois ce que je veux dire? C'est des industries qui sont en telle construction et là, dans l'IA, bon alors en plus, moi, c'est vraiment mon cœur de formation donc tu vois, je ressens effectivement que, il y a quand même beaucoup de fumée et que derrière la fumée, tu vois, il faut, vraiment, rentrer dans le détail et donc exprimer ce point de vue. Tu vois, là, j'ai accepté de faire une tribune pour l'Observatoire de la FinTech, justement pour partager, oh ben voilà, finalement, il y a l'IA, mais il y a surtout la data C'est vrai. et comment tout ça s'organise au mieux. Après, je pense que tu as mentionné, au-delà de Twitter, il y a quand même LinkedIn qui est un outil fantastique. C'est vrai. Et puis après, le réseautage en soirée, en petit déjeuner, demander aussi à des amis, est-ce que je peux avoir des intros? Enfin, tu vois, voilà. Et après, je pense que le réseau, il se construit de façon assez ciblée sur un objectif. C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir un réseau dans des investisseurs et quelle typologie d'investisseurs? Est-ce que tu auras des business angels, des VC, du gros ou du private equity? C'est pas du tout les mêmes personnes. Et d'ailleurs, elles n'ont pas les mêmes préoccupations. Donc, si tu veux Totalement. aller dans un réseau, il faut déjà bien comprendre, avoir identifié quasiment tes personas ou ta segmentation, se dire, OK, est-ce que c'est quoi les top 10 de ce réseau, cette catégorie que moi j'ai envie d'aller voir et pourquoi? Enfin, tu vois, finalement, Ouais, c'est quand vrai. tu vas, je sais pas, à un club de business angel, quel est ton objectif? Est-ce que tu peux aider les compagnies de son portefeuille? Est-ce que tu veux toi-même devenir business angel et donc tu as envie de savoir plus sur comment le club fonctionne? Est-ce que tu as envie, enfin, tu vois, il faut. Est-ce que tu es un corporate stratégique et donc tu peux apporter la boîte, un partenariat commercial qui est déjà là. Voilà, il faut aussi, je dis pas, tu vois, alors il y a le réseautage qui va s'accompagner d'une partie transactionnelle. Après, il y a autre chose qui est les moments de vie où tu vas pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Mais il faut quand même être honnête, c'est quand même, quand tu cherches du réseau, c'est oui, à un moment, il va y avoir un moment où toi, tu apportes quelque chose et le réseau que tu construis, il est construit vers la proposition de valeur que toi t'apportes ou l'intérêt que tu peux avoir. Après, ce qu'il faut se dire dans le réseau, c'est que souvent, c'est pas à un moment T, en fait, dans l'investissement. Bah, merci Claire pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi tes 3 moments clés de ta carrière et quelles sont les choses dans lesquelles tu es le plus fier? Tu as une carrière énorme. Je suis vraiment impatient de savoir c'est quoi ces 3 clés, les 3 succès clés qu'il y a eu dans ta carrière? Merci Jean, je ne sais pas si elle est énorme ma carrière, mais Mais si. je pense qu'elle a été construite sur des projets, de passion. Tu vois? Je pense que j'ai toujours OK. été quelqu'un qui a beaucoup plus eu un esprit entrepreneurial, voulu monter des projets, et c'était le cas à la fois dans le conseil, où, en plus d'être consultante, je construisais des points de vue, sur, à l'époque, on parlait, tu sais, beaucoup des SAP des centres d'excellence ERP. Bah, moi, quelque Mmh. part, je parlais des centres digitaux et de comment on allait faire ça. Tu vois? J'avais toujours un peu, ce temps d'avance. Je pense que, et c'est assez important de suivre les projets qu'on a envie et qu'ils deviennent, et en fait, moi, je pense que j'étais performante parce que ce que je faisais, était vraiment un engagement et une passion. Et donc ça a été le cas pendant 7 ans dans le conseil. Après, j'ai fait un passage au MIT. Ça a été le cas quand je suis rentrée dans une grande banque anglaise où finalement j'ai été directrice de l'informatique. Donc, tu vois, je voulais revenir sur ce métier, cette formation que moi j'avais eue à 28 ans, où je l'avais, en tant que consultante, pas pratiquée. Donc, j'ai vraiment construit du software, mis en production à très, très large échelle. On avait, quand je suis partie de chez Lloyd, 18 millions de clients en ligne. Donc, c'était Waouh! massif. Et puis, j'étais la directrice de l'innovation à 32 ans, en étant une étrangère, dans une boîte qui était très anglaise. J'avais encore une fois monté un business, et monté un business à la fois d'innovation et à la fois de Fou. formation pour créer tous les métiers du futur. Et après, j'étais fait un rôle plus traditionnel, si je peux me permettre, puisque Mmh. c'était la transformation du risque. Donc, je revenais en fait un petit peu dans des codes et des schémas plus classiques, plus normalisés, où tu as un chief of staff, des équipes partout, etc. Et quand je suis repartie dans ce projet à la Société Générale, quelque part, c'était à nouveau un projet entrepreneurial où eh bien, il fallait monter le département d'innovation. Et donc, on a monté le business digital, on a monté tous les cas d'usage d'IA, tout le fait de pouvoir le suivre et le pilotage par la valeur qui nous a amené
un portefeuille de 420 millions d'euros de valeur récurrente et j'ai créé SG Venture from scratch en montant le fonds d'investissement Venture de la Société Générale. Donc, je pense qu'un des gros fils rouges, c'était l'entrepreneuriat. Et un autre fil rouge, c'était l'alignement avec moi-même. Et peut-être là où je me suis retrouvée le plus en décalage, c'était quand j'essayais de me conformer finalement à mes environnements. Parce que quand tu as des cycles de 6-7 ans, tu as forcément des moments et des phases de rôle qu'on te propose qui sont dans la valeur classique de l'entreprise. Ah, mais c'est le top job, Claire. C'est vraiment là où tu dois aller. Et en fait, une partie de moi était là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si moi, c'est là où je dois aller. Après, ça m'a laissé, j'ai envie de te dire, et je vis très bien avec, mais avec un petit peu cette partie couteau suisse atypique qui finalement est là. Mais moi, je l'ai construit en étant alignée avec moi-même et sur mes forces. Et je pense que la chose dont je suis la plus fière, je le dis souvent, c'est mes équipes. Je pense que qu'elles soient UK, énormément de mes anciens direct reports sont aujourd'hui DRH ou patrons du digital de grands corporates ou de grandes licornes. Et pareil en France où mon patron de l'IA, il a parti faire CO d'une grande boîte de paiement. Tu vois, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on se dit, à la fois on a vécu des expériences de vie, mais en même temps on a créé sa carrière et des carrières. Incroyable. Bah, vraiment bravo pour ça et je pense qu'effectivement, tu résumes très bien en disant couteau suisse parce que tu as fait vraiment beaucoup de choses, tu es vraiment le couteau suisse, tu es capable d'aller partout et félicitations pour ça. Si demain, alors je ne suis pas une femme, mais si demain, une femme souhaite t'envoyer un deck ou te faire partager son produit pour potentiellement que tu investisses dedans ou au moins te le présenter, quel est le meilleur moyen de te contacter ou de contacter Leïla Capital pour envoyer un deck? Il y a une page sur Leïla Capital où on peut aller. On a Airtable derrière qui permet maintenant d'être beaucoup plus automatisé et de répondre de façon beaucoup plus rapide. Donc, je vous encourage à faire ça. Vous pouvez aussi cliquer sur Leïla Capital sur mon LinkedIn et puis comme ça vous emmène vers le lien. Et puis après, j'ai envie de te dire, hein, les gens qui nous envoient des decks, ils le font par WhatsApp, par LinkedIn, par le site Leïla, par la boîte mail. Je crois que voilà. Après, le faire dans Leïla, évidemment, ça garantit qu'on on répond quand même beaucoup plus fréquemment, alors qu'évidemment, si c'est sur WhatsApp ou sur LinkedIn, voilà, comme tout le monde, hein, il n'y a que 24 heures dans la journée. C'est clair, c'est clair. Donc, malgré que j'essaye de répondre à tout le monde, j'y arrive pas tout le temps, Jean. J'imagine, j'imagine. On arrive gentiment à la fin du podcast. Claire, on sait qu'on doit te laisser parce que tu as un planning ultra chargé. À la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, ça peut être un mantra, ça peut être un sujet qu'on a traité que tu voudrais revenir, un sujet qu'on n'a pas eu le temps de traiter et que tu voudrais juste voilà, apporter une autre information. Ça prend le temps que tu veux. Ça peut prendre 2 secondes comme ça peut prendre 3 minutes. C'est toi qui décides. Ta carte blanche pour ce mot de la fin. Moi, j'ai envie de vous dire, choisissez un métier où vous avez la liberté, où vous êtes passionné. OK, bah, super. Bah, excellent mot de la fin. Merci Claire, vraiment félicitations pour ce podcast. Il était incroyable, beaucoup de valeur. Les auditeurs vont être vraiment satisfaits de tout ce que tu as partagé. Bravo encore pour ton parcours, bravo pour ce que tu fais, c'est incroyable. Force aux femmes et n'hésitez pas à envoyer votre deck à Claire. Bravo Claire, à très vite. Merci Jean.